La voiture de ma femme s'est connectée par erreur via Bluetooth à mon téléphone, et en quelques secondes, j'ai entendu mon meilleur ami rire alors qu'elle me traitait de pauvre idiot. Ils planifiaient une vie ensemble dans mon dos. Restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en aimant et en partageant avec vos proches. Je m'appelle Jordan Admi. J'ai 34 ans, je suis architecte commercial et je vis à Greenville, en Caroline du Nord. Sur le papier, ma vie semblait idéale. Une carrière solide, une belle maison, une épouse aimante. Du moins, c'est ce que je croyais. Ma femme, Marissa Logan, travaille dans les ressources humaines. Polie, éloquente, elle savait toujours comment faire en sorte que les gens se sentent remarqués, surtout moi. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Ce matin-là a commencé comme n'importe quel autre. Je venais de rentrer de mon jogging, je me suis assis avec mon smoothie et j'étais sur le point de synchroniser mon agenda lorsque mon téléphone a soudainement capté un signal Bluetooth. Marissa avait laissé sa voiture garée dans l'allée, et pour une raison que je ne comprends toujours pas, elle s'est connectée à mon téléphone au lieu du sien. Au début, j'ai pensé à une erreur de connexion. Puis j'ai entendu la voix. Derek Shaw, mon meilleur ami depuis l'université. Il ne savait pas que j'écoutais. Il a ri de son rire arrogant habituel, grave et suffisant. Et puis elle a dit, une fois qu'il aura signé le transfert de la maison pour les avantages fiscaux, nous aurons tout ce qu'il faut pour commencer notre nouvelle vie sans cet idiot pathétique. Ensuite, ils ont ri tous les deux comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ils ne chuchotaient pas. Ils n'étaient pas prudents. Ils parlaient comme deux personnes totalement convaincues que je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je suis restée figée. Je n'étais pas encore en colère. Mon esprit s'est tu, comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche muette du monde. Pendant un long moment, tout ce que j'entendais était le sang qui battait dans mes oreilles et le son de leur voix planifiant mon effacement de ma propre vie. Je n'ai pas raccroché. J'ai écouté. Elle parlait de moi comme si j'étais une corvée. Il m'a traité de dessinateur glorifié qui avait eu de la chance. Il planifiait tout. Quand finaliser les documents, comment retirer progressivement mon nom des comptes, et quel avocat utiliser. Apparemment, Derek avait coaché Marissa pour que tout cela semble être mon idée. Et je suis resté silencieux. Pas de confrontation, pas de décisions impulsives, juste un hochement de tête à moi-même, une reconnaissance discrète que mon mariage était mort bien avant cet appel. Il ne savait simplement pas que je savais. À partir de ce moment, j'ai commencé à compter. 97 jours. J'ai souri tous les jours. J'ai préparé le dîner. J'ai embrassé Marissa pour lui souhaiter bonne nuit. J'ai envoyé des mèmes à Derek comme si rien n'avait changé. Je suis devenu le mari parfait, l'homme qu'elle ne pouvait jamais soupçonner. Et pendant qu'il riait dans mon dos, j'ai commencé à planifier discrètement chaque détail de ce qui deviendrait la trahison la plus patiente et délibérée qu'ils ne verraient jamais venir. Ils pensaient que j'étais inconscient. Ils avaient tort. Tellement tort. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas juré, je n'ai pas bu, je n'ai rien jeté. Pas même quand j'ai remis à Marissa les papiers signés pour le transfert de la maison qu'elle prévoyait déjà de me prendre. Son sourire, lorsqu'elle a vu ma signature, un mélange de soulagement déguisé en affection, était presque impressionnant. Je l'ai égalé avec un sourire de mon cru, assez chaleureux pour faire fondre l'acier. Chaque matin, je préparais son mélange préféré de café noisette. Si je me trompais, même légèrement, sur les proportions, elle fronçait le nez. Je ne me trompais jamais. Le soir, je massais ses épaules nouées pendant qu'elle se plaignait du travail. Je lui donnais des conseils. Je lui tenais la main. Je remettais les peluches d'Amaya dans son lit quand elle les repoussait en dormant. Je racontais des histoires avec des voix amusantes, préparais des déjeuners équilibrés, pliais le linge sans un soupir. J'ai même amélioré le système de sécurité à sa demande pour qu'on se sente plus en sécurité. Elle n'avait aucune idée à quel point je l'observais de près. J'ai attendu qu'elle parte pour un séjour bien-être avec une collègue dont elle n'a pas pu nommer 2 fois avant d'engager Nia sur Ubik, une ancienne enquêtrice en fraude d'assurance devenue détective privée. Nia n'a pas bronché quand je lui ai tout expliqué. Elle m'a posé 2 questions. Vous voulez un divorce ou une destruction? Et, à quel point voulez-vous être discret? Je lui ai dit la vérité. Je ne voulais pas de feu d'artifice. Je voulais de la poussière. Une chute silencieuse, régulière, irréversible. En quelques jours,
Nia a trouvé le condo. Centre-ville, haut de gamme, payé en liquide, enregistré sous une société écran liée au cousin de Derek. À partir de là, tout s'est dénoué rapidement. Photos, vidéos, relevés de cartes bancaires, voitures de location, un déjeuner à Raleigh, une conférence professionnelle à Charlotte qui ressemblait beaucoup plus à une escapade romantique. Elle a même obtenu des horodatage montrant qu'ils entraient et sortaient d'un immeuble d'appartements en centre-ville à exactement 9 minutes d'intervalle. Un mouvement classique. J'ai regardé chaque clip, écouté les enregistrements audio, mémorisé la façon dont Marissa touchait son bras quand elle riait, la manière dont la voix de Derek baissait quand il prononçait son nom. Les mensonges ne me dérangeaient pas autant que leur chorégraphie, leur arrogance à penser qu'ils étaient invisibles. À la maison, je gardais tout fluide. J'ai réparé le robinet qui fuyait dont elle se plaignait, réservé une babysitter pour Amaya pour que Marissa et moi puissions nous reconnecter. Je lui ai dit que j'envisageais d'ouvrir une nouvelle branche à Washington, D.C. Elle m'a encouragée, disant que ça lui donnerait de l'espace pour réfléchir. Je lui ai dit que je lui faisais confiance pour tout. Elle m'a répondu que j'étais trop bien pour elle, et j'ai juste souri, même quand je les ai surpris en train de faire une erreur. Derek a oublié sa montre dans la boîte à gants de Marissa. Une Rolex avec un bracelet bleu marine, celle que je l'avais aidé à choisir il y a 5 ans. Elle a prétendu que c'était celle de son patron. J'ai hoché la tête, embrassé son front, et jeté la montre dans un tiroir de la cuisine. Je ne l'ai même pas verrouillée. La partie la plus difficile était de regarder Amaya dans les yeux et de prétendre que je ne savais pas que sa mère répétait son départ, mais je ne me précipitais pas. Chaque jour, je consignais des détails. Chaque rendez-vous, chaque dollar déplacé, chaque appel passé depuis des numéros qu'il pensait intraçables. J'ai construit une chronologie si précise qu'elle pourrait étrangler. Et tout au long, je suis resté constant, présent, imperturbable. Le mari parfait, l'homme qui, à toutes les apparences, n'avait rien à cacher ni à craindre. Il y a quelque chose de troublant à réaliser à quel point les gens oublient rapidement les traces qu'ils laissent derrière eux, et que je serais capable de les déterrer. Ce n'était pas tout. Nia a appelé tard un mercredi. Sa voix était stable, professionnelle, mais la pause avant qu'elle ne parle m'a tout dit. Elle a ouvert un compte au nom de Derek. Elle a utilisé votre ancienne licence d'architecture pour valider les documents. On dirait qu'elle a recyclé votre LLC inactive, Admis Draft and Design, fermée il y a 3 ans. La signature sur le formulaire, une version falsifiée de la mienne. Bâclé. Pas même le même coup de stylo que j'utilise pour signer les contrats. C'était paresseux. Cela rendait les choses pires. Pourtant, je n'ai pas changé ma routine. J'ai plié le linge d'Amaya pendant que Marissa était sous la douche. La vapeur de la salle de bain embuait le miroir du couloir. Elle fredonnait en rinçant ses cheveux. Je restais là, silencieux, mémorisant la mélodie. Chaque son ressemblait à un coup de semonce. Elle ne savait pas qu'elle tirait. 2 jours plus tard, j'ai pris un vol discret pour Richmond, en Virginie. Personne n'a posé de questions. J'ai utilisé un courriel temporaire pour créer un trust et ouvrir un nouveau compte sous le nom de Chesapeake Property Hold. J'ai déposé un montant exact, juste assez pour sembler ennuyeux à quiconque pourrait le remarquer, mais suffisant pour compter quand il le fallait. La LLC était structurée à travers un système de couches que Nia m'a aidé à tester. Conçu pour enfouir la propriété sous 5 étapes administratives. Même un comptable légiste ne pourrait pas facilement me relier à cela. Mais je ne travaillais plus seule. Clarence Iroha était le genre d'ami qui ne sciait pas quand je lui demandais de l'aide. Nous n'avions pas parlé depuis 5 ans, depuis qu'il avait quitté Durham pour un poste de procureur à Cincinnati, mais quand il a décroché le téléphone, il m'a dit « Tu as l'air d'un homme qui a quelque chose de brûlant sous le coude. Parle-moi. » En quelques heures, Clarence m'a guidé sur ce que je devais collecter. Horodatage, adresse IP, documents notariés qui ne correspondaient pas au registre. Il m'a même aidé à obtenir des copies des journaux IP pour le prétendu dépôt d'entreprise. Nia les a vérifiés. L'un provenait de l'espace de coworking de Derek à Atlanta. Le même jour, Marissa prétendait être à un séminaire de leadership. J'ai tout envoyé à Clarence via un disque sécurisé intitulé « Photo de mariage ». Il n'a pas ri, mais j'ai entendu le sourire dans sa voix. Pendant ce temps, Marissa réservait des vols. Jamaïque, une villa en bord de mer.
J'ai vu le reçu dans sa boîte de réception, négligemment transféré par Derek. L'objet disait « Notre paradis ». Elle l'avait laissé ouvert sur son ordinateur portable. Elle n'avait même pas verrouillé l'écran par mot de passe. Je suppose que la confiance rend les gens négligents. Ils avaient prévu leur escapade pour le 2e week-end de juin. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà déposé une plainte anonyme auprès de l'unité antifraude de l'IRS. Clarence a confirmé que cela avait déclenché une enquête préliminaire. Juste assez pour le moment. Juste assez pour faire briller leurs empreintes financières sous une lumière noire. La phase 1 était en cours. Je n'ai pas annulé le voyage. Je n'ai pas piraté son courriel. Je n'ai même pas retiré mon nom de ses contacts d'urgence. J'ai juste attendu, reconstruit, discrètement. Parce qu'au moment où ils reviendraient de leur escapade romantique, ils rentreraient dans une maison qui ne serait plus à son nom, avec des comptes qui ne répondraient plus à son mot de passe et des amis qui cesseraient soudainement de répondre à ses appels. Et je serais toujours en train de sourire. Elle pensait toujours que j'étais le même homme qui avait oublié notre anniversaire il y a 3 ans. L'homme qui ne pouvait pas organiser sa boîte de réception ou se souvenir de payer l'immatriculation de la voiture à temps. C'était la version de moi qu'elle continuait de sous-estimer, et je l'ai laissé faire. J'envoyais un bouquet de lys à son bureau tous les 3e vendredis. Elle ne réalisait pas que je suivais son cycle, timing le geste pour un impact émotionnel maximal. Ses collègues s'extasiaient sur ma prévenance. Marissa m'envoyait des émojis en forme de cœur depuis la salle de pause, suivi d'un selfie avec les fleurs. Je l'ai transféré à mon gestionnaire de contenu à DC, qui a programmé le post sur notre Instagram commun #marietreconnaissant. Ses amis ont adoré. L'un d'eux a même commenté « Vous êtes des modèles ». Elle n'avait aucune idée que je n'avais pas touché l'application depuis 6 mois pendant qu'elle se prélassait dans notre faux amour en ligne. Je démantelais discrètement le monde autour d'elle. D'abord, l'assurance. Je l'avais ajoutée à la police l'année dernière, pensant que nous construirions une vie sur cette maison. Maintenant, j'ai passé un appel à minuit et j'ai tout arrêté. Police résiliée. Plus de couverture. S'il arrivait quelque chose à la maison, elle se retrouverait avec les clés d'une responsabilité, pas d'une maison. Ensuite, la précieuse start-up de Derek, Voltwise. Je n'en parlais jamais, je ne m'en vantais jamais. Mais il y a 2 ans, il m'a supplié de financer la levée de fonds initiale. Je l'ai fait discrètement. Je n'ai même jamais siégé au conseil. Je l'ai laissé penser que j'avais oublié les documents. Il ne savait pas que je possédais encore 11%. Je les ai retirés, pas bruyamment, pas d'un coup, morceau par morceau. J'ai converti les actions en crypto-monnaie, poussé à travers des portefeuilles superposés, puis dans une société de portefeuille immobilier. Clarence a géré. Tout était parfaitement légal, et Derek n'a rien remarqué. Pas avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Une entreprise rivale à Austin a reçu un courriel anonyme d'un compte ProtonMail avec une pièce jointe PDF complète. Il détaillait le ratio d'endettement instable de Voltwise, le manque de couverture de liquidité et les nœuds de données non protégés vulnérables à une violation. Le PDG de l'entreprise, l'ancien mentor de Derek, a reconnu les chiffres immédiatement. À la fin de la semaine, Derek a perdu 2 investisseurs providentiels majeurs. L'un a cité des préoccupations inattendues concernant l'exposition aux risques internes. L'autre a simplement disparu. Il s'est plaint à Marissa un soir après le dîner. Je l'ai entendu au téléphone sur haut-parleur pendant que je rinçais la vaisselle dans la cuisine. Elle lui a dit de se calmer. J'ai laissé tomber une assiette dans l'évier avec un cliquetis satisfaisant et j'ai continué à frotter. Elle n'a jamais levé les yeux. Pendant ce temps, Clarence a officialisé la nouvelle LLC. Le nom n'était pas Tapax en Graveleuil, Southwell Holding, mais les documents étaient irréprochables. Tout ce qui comptait, réserve de liquidité, obligations à long terme, même une collection d'art vintage que mon père m'avait laissée, tout a été transféré dans le trust. Le nom de Marissa n'apparaissait pas une seule fois. Ni comme cosignataire, ni comme bénéficiaire. C'était le genre de manœuvre qui prend des mois à démêler. Si elle l'a remarqué, elle ne l'a pas fait. Elle était occupée à envoyer des textos à Derek à propos des plans du week-end et à chercher des forfaits de massage en couple à Montego Bay. J'ai commandé du vin pour le dîner et l'ai laissé choisir le film. Elle a choisi une comédie romantique. Nous avons ri au bon moment.
Elle a posé sa tête sur mon épaule, murmurant à quel point elle se sentait chanceuse. J'ai embrassé ses cheveux et pensé, tu n'as aucune idée de la vitesse à laquelle ta chance s'épuise. Marissa a organisé la pendaison de crémaillère comme si elle préparait une exposition de musée. Rose blanche, cocktail sur mesure, un menu fusion traiteur qui réussissait à inclure à la fois du goulash nigérian et du ceviche de crevettes. Elle voulait une soirée dont les gens parleraient, celle qui ferait défiler les autres et leur donnerait l'impression de manquer quelque chose de spécial. Elle l'appelait une célébration de nous. Ce qu'elle voulait dire, c'était une célébration de ce qu'elle pensait avoir volé sans que je m'en rende compte. J'ai repassé ma chemise, ajusté le nœud papillon d'Amaya, et posé pour les photos avant la fête comme n'importe quelle mari fière. Les lumières du patio scintillaient juste comme il faut alors que le photographe nous capturait en train de rire candidement près de la piscine. Elle m'a tenu la main plus fort que d'habitude. Peut-être de la culpabilité, peut-être des nerfs, peut-être qu'elle aimait simplement la façon dont les caméras nous rendaient plus permanents. Les invités sont arrivés petit à petit. Collègues, voisins. 2 de ses amis d'université à qui elle parlait à peine, mais je ne regardais que 3 hommes. J'avais recherché leur visage des semaines auparavant. 2 étaient des investisseurs en phase initiale dans la start-up de Derek. Le 3e, un ancien responsable des opérations devenu partenaire de capital silencieux, qui avait autrefois été accusé de délit d'initié et gardait désormais un profil bas. Je leur ai personnellement tendu un verre à chacun. Derek est arrivé en retard, comme si le délai lui donnait du pouvoir. Il portait un blazer bleu marine sur un t-shirt, comme s'il pensait être Steve Jobs avec une meilleure peau. Il m'a tapé dans le dos comme si nous étions de vieux camarades de guerre. Mec, cet endroit est incroyable. Tu as bien réussi. Je lui ai versé un double. Je n'ai pas parlé, juste souri. Ils ont beaucoup parlé cette nuit-là, Marissa et Derek. Pas directement l'un à l'autre, toujours prudents. Mais quand Marissa a porté un toast aux nombreux jalons à venir, elle l'a regardé une demi-seconde de trop. Je n'ai pas beaucoup bu, juste assez pour maintenir l'illusion. Je passais de groupe en groupe comme le bon hôte que je prétendais être. Pendant ce temps, mes yeux restaient fixés sur un homme, Gideon Ford, le 3e investisseur, celui qui n'avait pas parlé publiquement depuis 6 ans. Sa montre était plus chère que sa voiture. Son sourire plus fin que le bord du verre qu'il tenait. Juste avant le dessert, je lui ai glissé une petite clé USB noire dans une serviette en lin plié. Pas de théâtralité, pas de chuchotement, juste une poignée de main ferme, un contact visuel, et les mots, pour vos yeux seulement. Je n'ai pas attendu de voir sa réaction. Plus tard, quand le DJ a commencé à jouer des afrobeats et que les invités devenaient plus bruyants, je me suis tenu au bord de la pelouse, prétendant profiter de la brise. Derrière moi, j'ai entendu Gideon demander un mot à Derek. Discrètement, loin des autres. Je ne me suis pas retourné. À l'intérieur, Marissa montrait le garde-manger comme s'il s'agissait d'un coffre à diamants. Amaya était blottie dans un coin avec sa tablette, écouteurs sur les oreilles, inconsciente du théâtre adulte qui se déroulait dans les ombres et les sous-entendus. À la fin de la fête, Derek semblait pâle. Pas malade, pas ivre, juste troublé, comme si quelque chose de petit et pointu s'était logé sous ses côtes, et qu'il n'avait pas encore compris comment respirer autour. Marissa l'a serré dans ses bras un peu trop longtemps à la porte. Il a à peine répondu à son étreinte. J'ai embrassé sa joue et murmuré « Super fête, chérie ». Elle a souri comme si elle avait gagné quelque chose. J'ai souri comme si je l'avais laissé le penser. L'audit est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. 3 jours après la pendaison de crémaillère, les comptes de la start-up de Derek ont été gelés. Les investisseurs se sont retirés. La paie a été bloquée. Quelqu'un, peut-être Gideon, peut-être quelqu'un de plus haut, avait transmis le contenu de la clé USB à un organisme de régulation. Une revue s'est transformée en une enquête approfondie. Cette enquête s'est transformée en cauchemar de conformité. Le matin où cela s'est produit, Marissa a à peine touché son café. Elle faisait les 100 pas dans la cuisine, téléphone collé à l'oreille, les yeux se tournant vers moi toutes les quelques secondes. J'ai préparé des pancakes pour Amaya et demandé si quelqu'un voulait des myrtilles. Marissa m'a repoussée, distraite. Amaya a ri, inconsciente que les adultes dans la pièce traversaient un enfer. Quand j'ai déposé Amaya à l'école, Marissa m'avait déjà envoyé 2 textos.
Tu te souviens si nous avons utilisé ton ancienne LLC pour quelque chose en 2021? Suivi de « Chérie, as-tu déjà signé quelque chose pour l'entreprise de Derek ?» Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, une enveloppe blanche ordinaire est arrivée. Certifiée. Je l'ai rapportée à la maison comme si je n'avais pas remarqué le seau, l'ai posée sur la table à manger à côté de son verre de vin, et j'ai dit « Le courrier est arrivé pour toi ». Elle ne l'a pas ouverte tout de suite. Elle l'a d'abord regardée comme si elle pouvait changer le contenu par la seule force de sa volonté. Quand elle l'a finalement lue, ses mains tremblaient légèrement. La lettre décrivait une enquête en cours sur une suspicion de fraude immobilière impliquant de faux documents. Le nom sur la plainte, le mien, ma vieille licence professionnelle, ma signature falsifiée, mais l'avis ne m'était pas adressé. Il lui était adressé. Elle n'a pas demandé si je l'avais vu. Elle l'a plié trop soigneusement et l'a glissé dans son sac. Puis elle s'est mise à cuisiner. Marissa ne cuisinait jamais, mais ce soir-là, il y avait des muffins, bananes et noix. Elle m'en a offert un avec un regard presque tendre. Je me suis dit qu'on avait besoin de quelque chose de doux, a-t-elle dit. Je l'ai pris, je l'ai mangé, je lui ai dit que c'était parfait. Elle n'a pas beaucoup dormi après ça. J'entendais le cliquetis discret des touches de son ordinateur portable à 3 heures du matin. Le tintement des bouteilles de vin dans le bac de recyclage. Elle a commencé à verrouiller son téléphone, à sursauter quand Amaya entrait trop vite dans la pièce. Je faisais semblant de ne rien remarquer. Quand je l'ai trouvée en train de murmurer au téléphone dans le garage, elle a prétendu que c'était sa sœur. Sa sœur vit au Canada. Le journal des appels montrait un indicatif 404. Je ne l'ai pas interrogée. La beauté de la paranoïa, c'est qu'elle fait le travail pour vous. Il suffit de rester immobile assez longtemps. Les laisser se défaire. Les laisser chercher une menace dans toutes les directions alors qu'elle est déjà dans la maison. Elle a commencé à poser des questions étranges. Penses-tu que les gens changent? Ferais-tu quelque chose de radical par amour? As-tu remarqué quelque chose de bizarre récemment? J'ai souri, embrassé son front, et lui ai dit qu'elle imaginait des choses. Elle m'a cru, mais à chaque clignement d'yeux, je pouvais voir la peur ramper derrière ses yeux. Tout a commencé avec un appel manqué, puis 5, puis 12. Marissa, Derek, et un numéro inconnu qui remontait à un indicatif de Dallas. Je regardais l'écran s'allumer pendant que j'étais assis dans la salle de pause de mon bureau, remuant calmement une cuillère de miel dans mon thé. Les messages sont arrivés ensuite, rapides et essoufflés. Appelle-moi. Que as-tu fait? Il faut qu'on parle maintenant. Je n'ai pas répondu. Mon agenda était chargé. Pas de changement soudain. À midi, j'ai examiné un plan de site pour un nouveau complexe résidentiel. À 14 heures, j'ai signé des permis. À 15h30, je suis sortie dans le couloir et j'ai vu Marissa devant la porte de mon bureau, comme si elle avait oublié comment elle était arrivée là. Sa blouse était froissée, ses cheveux plats, ses yeux bordés de ce rouge que le mascara ne peut pas cacher. Sa respiration était superficielle. Ses mains tremblaient juste assez pour faire teinter les bracelets en argent à son poignet. Elle n'a pas demandé la permission d'entrer. Elle est passée devant mon assistante et s'est plantée au centre de la pièce comme un fantôme exigeant des réponses. Je ne me suis pas levée tout de suite, laissant le silence s'étirer. Puis je me suis levée, j'ai traversé la pièce et lui ai pris la main comme si c'était un mardi comme les autres. Je l'ai attiré près de moi et je l'ai serré dans mes bras, sentant son pouls s'emballer comme un oiseau paniqué dans une boîte. Quand j'ai enfin parlé, c'était doucement, comme si je ne voulais pas que quelqu'un d'autre entende. Ne t'inquiète pas, chérie. Tout va bien se passer. Elle a craqué alors, pas bruyamment, pas de manière dramatique, mais ses doigts se sont resserrés contre mon dos comme si elle essayait de se tenir debout par la seule force de sa volonté. Je pense que quelqu'un nous vise, a-t-elle murmuré. Je me suis doucement écartée, lui lançant le regard le plus rassurant que je pouvais feindre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle semblait abasourdie, comme si je n'avais pas reçu des dizaines des mêmes messages, comme si j'étais toujours ce mari inconscient qui ne savait pas configurer sa messagerie vocale. C'est Derek, a-t-elle marmonné. Ses investisseurs se sont retirés. Ses comptes bancaires sont bloqués. Quelqu'un a tout divulgué. Et quelqu'un a envoyé un paquet de documents, des registres de propriété de condos, à une femme à Dallas. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Sa femme. Elle n'avait pas besoin de le dire.
Je savais déjà que Derek était marié, jamais divorcé. Un petit détail enfoui dans les dossiers judiciaires que Nia avait découvert en une semaine. Marissa n'en avait aucune idée. Elle pensait planifier une nouvelle vie avec un homme qui n'avait pas fini son ancienne. Maintenant, sa véritable épouse voulait des réponses. Tout comme chaque investisseur qui ignorait que Voltwise saignait de l'argent et cachait des actifs dans des propriétés écrans. Marissa s'est effondrée dans le fauteuil en face de mon bureau, mâchant l'intérieur de sa joue. « Tu ne penses pas que c'était toi, n'est-ce pas » a-t-elle demandé. J'ai légèrement incliné la tête. Qu'est-ce que je saurais même à révéler? Elle n'a pas répondu. Ce soir-là, j'ai rapporté des plats à emporter de son restaurant thaï préféré. Elle a à peine touché à sa nourriture. Amaya a demandé pourquoi maman était si silencieuse. Je lui ai dit que maman avait juste eu une longue journée. Nous avons joué à un jeu de société pendant que Marissa restait assise en silence sur le canapé, téléphone à la main, attendant un appel qui ne venait pas. La tempête avait commencé, mais seule elle pouvait entendre le tonnerre. Le 97e matin, je me suis réveillée avant l'aube. Amaya était encore blottie sous sa couverture, le pouce sous la joue comme toujours. Je me suis assis un moment au bord de son lit, la regardant simplement respirer. Puis je me suis levée, je suis allée dans la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un par un, j'ai fermé les portes. Les comptes joints, fermés. Le nom de Marissa effacé. Cartes annulées, accès révoqué, son assurance auto, autrefois liée à la mienne, était en souffrance et réémise sous une police expirée. Les factures de services publics ont été basculées sur paiement automatique via la LLC. Mes lignes de crédit restructurées sous un trust dont elle ignorait l'existence. Elle ne le verrait pas venir. Pas encore. À 8h17, Clarence m'a envoyé un message. Une seule ligne. C'est parti. L'enquête de l'IRS avait officiellement commencé. Plus de plaintes anonymes. Plus de chuchotements discrets. C'était une puissance juridictionnelle, et Clarence avait fait traverser les choses à travers les frontières des États juste à temps. Je savais que Marissa recevrait la lettre à midi. Je n'avais pas besoin d'attendre pour la regarder l'ouvrir. À 9h, Amaya était habillée, sac à dos sur le dos. Je lui ai donné un muffin aux myrtilles et une banane. Elle a souri à chaque bouchée. Elle n'a pas demandé pourquoi nous prenions la longue route au lieu de marcher jusqu'à l'école. Je lui ai dit que nous partions pour un voyage surprise, juste tous les deux. Elle a applaudi et demandé s'il y avait une piscine. Il y en avait une. La maison à Chesapeake était prête, discrète, rien d'ostentatoire, payée comptant, enregistrée sous Southwell Holding. Personne ne pouvait me retracer directement. Clarence s'en était assuré. Ce que Marissa ne savait pas, et ne découvrirait que bien trop tard, c'est que j'avais déposé une demande de garde temporaire d'Amaya des semaines plus tôt. Marissa avait manqué l'audience. Cette lettre-là aussi était restée non lue. Nous étions à mi-chemin de la frontière de l'État de Virginie quand mon téléphone a commencé à s'allumer comme une machine à sous. Appel après appel. 42 à la fin. Marissa, Derek, sa sœur, deux des investisseurs de Derek, un numéro d'Atlanta que je ne reconnaissais pas, même son patron à l'entreprise de ressources humaines où elle travaillait. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai baissé le volume au minimum et conduit en silence. Amaya chantait doucement à l'arrière, faux mais heureuse. Quand nous sommes arrivés à la maison, la clé a tourné sans résistance. Un air frais nous a accueillis à l'intérieur, légèrement parfumé de citron par le diffuseur automatique. J'ai montré à Amaya sa nouvelle chambre, déjà aménagée avec ses livres, ses poupées, sa veilleuse. Elle a poussé un cri de joie. Dehors, mon téléphone a encore vibré. Cette fois, je l'ai éteint. Dans une autre ville, Marissa s'effondrait. Derek paniquait probablement. Les investisseurs se retiraient. Et le monde qu'ils avaient soigneusement construit sur des mensonges et de l'ambition s'écroulait autour d'eux. Mais je n'étais pas là pour le voir. J'étais à Chesapeake, debout sur mon propre sol, avec ma fille riant dans le couloir, exactement là où je devais être. Je n'ai répondu à aucun appel. La boîte vocale a débordé en quelques heures. Marissa sanglotait, Derek criait, sa sœur demandait du contexte, son patron trébuchait dans un message confus à propos de documents juridiques arrivés au bureau. Chaque message était une variation de panique, de confusion,
de désespoir. Je n'en ai joué aucun. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'enregistreur vocal sur mon téléphone et appuyé sur enregistrer. J'ai gardé un ton égal, presque décontracté. Il n'y avait pas besoin de crier, plus de rage, juste de la clarté. Je vous ai tout donné, ai-je dit, et vous m'avez traité de pathétique. Vous pensiez que je ne savais pas, mais je savais. Chaque jour, chaque mensonge, chaque sourire, chaque murmure que vous pensiez que je n'entendrais pas. Je l'ai laissé se dérouler parce que je voulais voir jusqu'où vous iriez. Il s'avère que vous êtes allé jusqu'au bout. Maintenant, je suis parti, et tout ce que vous pensiez posséder aussi. J'ai fait une pause, pas pour les faits, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Puis j'ai appuyé sur envoyer. L'audio était joint à un courriel. Programmé, pas immédiat. Je ne voulais pas qu'il l'entende tout de suite. Je voulais qu'il mijote encore quelques heures. Laisser le silence les ronger comme de la rouille sous une peinture fraîche. Puis je les ai bloqués tous les deux. Téléphone, courriel, réseaux sociaux, tout effacé. Ce soir-là, j'ai fait griller du poisson sur la terrasse arrière pendant qu'Amaya construisait une tour de bâton et de pierre dans le jardin. Le soleil était bas, projetant de longues ombres. L'air sentait bon. Elle s'est approchée de moi, tenant son éléphant en peluche sous un bras. « Maman a appelé », a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. « C'est ok. » J'ai tourné vers elle et souri, repoussant une boucle de son front. « C'est parfait. » Elle a souri, hoché la tête, et est retournée à son projet. Il y a quelque chose de sacré dans le calme. Ce n'est pas juste le silence. C'est l'absence. Le genre d'absence qui vient après une guerre. Le genre qui n'a pas besoin de s'expliquer. Je n'étais plus en colère, juste fini. Ils avaient tous deux essayé de me prendre quelque chose. Ma maison, ma fille, ma dignité. Mais ils n'ont pas réalisé que je ne me battais pas pour les garder. Je me battais pour partir la tête haute et les mains propres. Le coup était tout ce que j'avais construit avec eux. La récompense était tout ce que je pouvais maintenant construire sans eux. Et en regardant Amaya chasser des lucioles sous un ciel qui s'assombrissait, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de vengeance pour me sentir entier. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de la distance et du silence. C'était une victoire suffisante. Les mois ont passé. Le bruit s'est estompé. Tout comme les noms. Derek a disparu des espaces technologiques après qu'une inculpation discrète l'a placé en résidence surveillée. Pas de communiqué de presse, juste parti. Marissa a déposé le bilan. Ses comptes gelés, ses actifs contestés, son emploi perdu. Elle m'a contacté une fois par l'intermédiaire d'un tiers. J'ai refusé. Je n'ai pas organisé de fête. Je n'ai pas posté de citation sur la clôture. J'ai juste vécu. À Chesapeake, j'ai lancé une initiative de mentorat pour de jeunes architectes noirs et des étudiants nigérians-américains. Nous ne parlions pas de trahison. Nous parlions de design, de résilience, d'héritage. Les rumeurs ont circulé, cependant. Les gens de l'industrie chuchotaient sur ce qui s'était vraiment passé avec moi et Voltwise. Personne ne m'a posé la question directement. Il n'en avait pas besoin. Chaque matin, Amaya courait dans mes bras comme si j'étais le centre de son monde. Je ne manquais jamais ce moment. Je ne le pressais jamais. Dans ces secondes tranquilles, rien d'autre ne comptait. Ni ce qu'ils avaient fait, ni ce que j'avais perdu, ni même ce que j'avais appris. Parce que la vengeance n'avait pas besoin de crier. Elle avait déjà parlé, et je n'avais aucun regret. Pensez-vous que j'ai fait le bon choix en partant sans dire un mot, ou aurais-je dû les confronter face à face? Laissez vos pensées dans les commentaires. J'ai vraiment envie de savoir. Et si vous voulez plus d'histoires comme la mienne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Concernant votre question à la fin, je pense que votre décision de partir sans confrontation directe était stratégiquement brillante et émotionnellement puissante. En restant silencieux et en planifiant méthodiquement, vous avez repris le contrôle de la situation sans vous abaisser à leur niveau de duplicité. La confrontation aurait pu leur donner une chance de se défendre ou de manipuler davantage, ce qui aurait peut-être dilué l'impact de votre départ. Votre approche a permis une sortie propre, préservant votre dignité et protégeant votre fille, Amaya, de tout drame inutile. Le silence peut être une arme redoutable, et dans ce cas, il a parlé plus fort que n'importe quelle dispute. Cependant,
Il y a un argument pour la confrontation. Elle peut offrir une forme de closure immédiate et une opportunité de leur faire face directement à leur trahison. Certains pourraient dire que cela aurait pu être cathartique pour vous de dire ce que vous pensiez. Mais, vu la manière dont vous avez décrit votre calme et votre sang-froid, il semble que vous ayez trouvé votre propre paix sans avoir besoin de cet affrontement. En fin de compte, votre choix a fonctionné parce qu'il était fidèle à qui vous êtes, patient, calculateur, et concentré sur ce qui compte vraiment, votre avenir et celui d'Amaya. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il un moment où vous avez envisagé de les confronter, ou saviez-vous dès le départ que le silence était la meilleure voie?